Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je voulais commencer la journée par la musique de la SNCF. Je me suis dit que ça allait pas être une blague très très drôle. Alors du coup, j'ai opté pour un petit picto. Alors je suis très contente de vous rencontrer parce que effectivement, je suis arrivée en janvier. Je suis aussi très stressée, hein, c'est un détail, mais je le dis quand même. Voilà, alors 4 ans, donc c'est la quatrième année de la filière. Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu. 4 ans, je me suis dit: «Quand on a 4 ans, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, quand on a 4 ans, on apprend à vivre en collectivité, à interagir avec, son environnement. Je trouvais que c'était, particulièrement vrai aujourd'hui. Du coup, l'année prochaine, il faudra que je trouve autre chose parce que ça fera 5 ans et donc il faudra que je trouve, une autre idée. Alors, donc aujourd'hui, c'est un mélange de régions qui est présent à Paris et merci encore une fois d'avoir pris le train, l'avion, la voiture. Donc on a des représentants d'un petit peu partout en France, donc ça va être une belle journée. L'équipe de Paris. Alors l'équipe de Paris, il y a peu de survivants par rapport à l'année dernière, à juin 2017. Donc avec les photos, c'est un peu plus sympa. Donc Nathalie, notre secrétaire, Laetitia qui est chargée de projet, Amel et Amal qui sont nos attachés de recherche clinique pour les bases de données, Farah qui est notre attachée de recherche clinique pour le projet grossesse dont Sophie Dupigiro vous parlera un petit peu plus tout à l'heure, et Baptiste qui nous a rejoint en mai, qui est chargé de mission e-santé. Alors aujourd'hui, on m'a dit aussi cette semaine, oh, vous savez, les assemblées générales, c'est un peu barbant. Voilà, ça m'a mis en confiance, donc je vais essayer de pas trop vous barber. Le plan d'action de la filière, il est divisé en quatre axes. Le premier, c'est l'amélioration de la prise en charge globale des patients. Donc on va faire un petit peu un bilan de ce qui a été fait de ce côté-là. Tout d'abord, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Le rôle de la filière dans les PNDS, c'est de vous apporter un appui et une aide méthodologique et également une aide d'organisation des travaux. Cette année, de fait, il y a eu les actualisations du PNDS pour la maladie de Randy-Osler et pour le syndrome de Marfan. Donc ça, c'est fait, c'est disponible sur le site de la HAS. Ensuite, en ce moment, il y a la rédaction du PNDS syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire et du lymphodème primaire et également des MAV superficiels. Donc voilà, ça c'est les groupes de travail. Vous retrouverez les présentations, toutes les présentations de la journée normalement sur le site de la filière, donc je vais passer assez rapidement sur les groupes de travail, mais c'est pour vous dire que du coup on a un peu mobilisé toute la France et c'est un vrai travail collectif. Voilà. Seconde action, donc c'est les bases de données. Donc nos ARC, Amel et Amal, s'occupent des bases de données. Donc du coup, il existe 3 bases de données dans la filière. Donc Sirocco pour la maladie de Randy-Osler, 4D pour le syndrome de Marfan et Radico pour le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. Et est en cours la création de la base de données pour le lymphodème primaire. Depuis juin dernier, nos ARC ont rentré 273 patients dans Sirocco et 839 dans 4D. En parallèle à ça, le PNMR2 a mis en place la Banque nationale des données maladies rares et donc la base de données Bamara. Alors, quel est le rôle de la filière sur Bamara? C'est de vous aider et de vous former à cette base. Qui a pris un petit peu de retard, je crois, dans son déploiement. Donc, ne soyez pas inquiets, on reviendra vers vous très rapidement pour vous former. Ensuite, il y a également donc, Orphanet. Orphanet a demandé cette année aux 23 filières de prioriser 2 pathologies pour réaliser des fiches handicap et des fiches urgences. Les pathologies pour les fiches handicap, c'était Randy-Osler et lymphodème primaire. Et les pathologies des fiches urgences, c'était les MAV superficiels et les MAV du système nerveux central, que vous voyez sur la carte. Une autre action qui a été menée, qui est une action commune avec la filière cardiogène, pour la simple et bonne raison que... alors, je recommence à zéro, je remets dans le contexte. Pourquoi un groupe sur le handicap invisible? Après tout, c'est que 80% des handicaps, on s'est dit qu'il y avait peut-être une action à jouer. Donc, suite à nos rencontres régionales, dont je vais vous parler juste après, les personnes présentes ont évoqué le besoin d'être reconnues dans leur handicap invisible auprès de leurs proches, auprès des MDPH et toutes les autres instances.
Alors du coup, on a mis en place ce groupe de travail invisible donc avec Cardiogène parce que lors des rencontres régionales, Cardiogène animait les ateliers, donc ça nous est paru légitime qu'on partage ce projet avec eux. Concrètement, on en est où sur ce projet? Alors, on a fait un appel à contribution créative. On a demandé à des gens sur nos réseaux sociaux et sur notre site de dessiner, de faire un pictogramme sur ce qui représentait pour eux le handicap invisible. Donc, on a eu une quinzaine de votes, si je ne me trompe pas. Enfin, pas de votes, de dessins qui nous ont été envoyés. Et vous avez aussi reçu des petits papiers avec le programme et le questionnaire de satisfaction. Si vous voulez nous donner votre avis, c'est aussi très intéressant. On a fait voter le public sur ces pictogrammes. Donc les 2 pictogrammes qui sont sortis, les 2 lauréats n'ont pas été forcément très représentatifs. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on finalement on revient un petit peu sur ce qu'on avait décidé et on va un peu approfondir les votes et on va essayer de retravailler là-dessus. Et en parallèle de cette action, on a mis en place un sondage pour recenser les besoins des personnes atteintes de maladies rares, s'ils avaient besoin d'action, de communication institutionnelle, d'être reconnus par, je ne sais pas, une ARS ou la HAS. Voilà, donc on a mis tout ça en place et on a eu 400 réponses à peu près au sondage. C'était vraiment, voilà, on a vraiment compris que c'était un besoin et que le handicap invisible était un vrai sujet dans les maladies rares. Donc, le comité de pilotage et le comité de réflexion. Alors, le comité de réflexion, c'est des personnes qui nous ont contactés en nous disant bah voilà, ça nous intéresse. Donc, il y a 7 représentants d'associations, 7 représentants de filières, 2 personnes atteintes d'une maladie rare avec un handicap invisible, 2 professionnels de santé et une personne de Cap Emploi Samet. Donc, un public vraiment assez diversifié. Alors, le petit livret que je vous présente comme au téléachat, juste ici, voilà. Donc, à l'heure actuelle, il y a 3 chapitres à ce petit livret, qui est donc le livret des spécificités de prise en charge des patients avec une maladie vasculaire rare. Donc, les 3 chapitres, c'est le syndrome de Marfan, la maladie de Randy-Osler et le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Donc ça a été fait et c'est un format qui fonctionne bien. L'équipe de Stéphane Vigne et de Laura Simon ont ajouté un chapitre qui est donc le lymphodème primaire, qui n'est pas imprimé mais qui est disponible sur notre site internet. Et on est en train également de rédiger les fiches sur les MAV médulaires. Et comme le format plaisait plutôt bien, que c'était simple et concis, on est en train de le traduire pour le réseau européen Vascairn. Peut-être que Marine Hurard vous en dira quelques mots tout à l'heure. Voilà, les groupes de travail, toujours. Alors, les cartes urgences. Cartes urgences, c'est donc officiellement lancé par la DGOS il y a quelques années. Donc, c'était un format à peu près 8 pages. Enfin, il y avait des formats divers selon les filières, mais c'était un petit peu compliqué. Faut pas, c'est filmé, donc il faut que je sois quand même assez... que je dise pas trop de bêtises, mais... donc voilà, donc c'était une initiative des GOS, ça a été un petit peu mis de côté, et puis les filières Brain Team et Fava Multi ont souhaité remettre en place cette action. Et donc on a travaillé, enfin voilà, on a proposé des formats, donc la DGES a accepté ces formats qui sont... Il y a quelques cartes sur les tables à l'extérieur si vous voulez pour en prendre. Donc c'est un format carte de crédit, voilà, assez synthétique, c'est dans les situations d'urgence, donc il ne faut pas que ce soit trop long. Bon, ça c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'on a reçu les cartes, on les a perdues, on les a retrouvées. Jean-Michel pourra témoigner. Voilà, mais elles sont là, et on vous en a envoyé normalement il n'y a pas très longtemps. Et n'hésitez pas, si vous en voulez, à nous contacter, on peut vous en envoyer, il n'y a pas de souci. J'insiste sur le fait que c'est les médecins qui doivent les distribuer et non pas les associations. Il y a des discussions en interfilière, certaines associations les distribuent et ça peut poser des problèmes. Donc c'est les médecins, donc c'est vous. Ensuite, le deuxième axe, la recherche. Alors, je passe rapidement parce que vous allez avoir plus d'informations tout à l'heure. On a une étude de cohorte sur les grossesses dans la filière qui a été lancée par le centre de référence pour la maladie de Randy-Osler et donc l'équipe du docteur Sophie Dupuy-Giraud.
C'est une étude nationale qui va durer 5 ans pour les patientes enceintes et ayant une des pathologies de la filière, donc rendu Osler, Marfan, lymphodème primaire ou les malformations artério-veineuses superficielles. Et donc l'objectif de cette étude est de comparer l'incidence des complications obstétricales et néonatales pendant et après la grossesse. Voilà le groupe de travail. Alors, les bulletins recherche. Les bulletins recherche, il y en a eu donc 3 en 2017. Le but des bulletins recherche, c'est de présenter une étude en cours dans la filière, de vulgariser un petit peu une étude pour qu'il soit compréhensible par le grand public. Et donc cette année, il y en a eu 3, pareil, elles sont à votre disposition sur les tables à l'extérieur. Donc il y en a eu effectivement 3 cette année, donc c'est normal, c'est trimestriel. Troisième axe, le développement de l'enseignement, de la formation et de l'information. Nos fameuses rencontres régionales, donc qui sont organisées par Laetitia Domenighetti, notre chargée de projet. La première a eu lieu à Lyon en 2016, c'était sur une matinée. Et finalement, ça a tellement, l'idée de mélanger des gens, des médecins, des personnels du médico-social, ça a tellement bien marché que les gens sont restés l'après-midi. Et donc, effectivement, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de perpétuer, c'est bien quand ça s'arrête, de continuer ces rencontres. On en fait à peu près 2 ou 3 par an. Donc le but, c'est ça, c'est d'échanger. On part. Alors ça, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent comme rencontre. Donc la prochaine sera à Rennes. On travaille avec Sylvie Audan qui vous a présenté le PNMR3 précédemment. Donc, ce sera le 30 novembre. Donc save the date. On part de cette infographie, qui est donc une personne atteinte d'une maladie rare. Et puis elle rencontre au cours de sa vie plusieurs interlocuteurs, à l'éducation nationale, les MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées, les transports, et on essaie de mélanger toutes ces personnes autour d'une même table, et on les fait échanger, et on voit où est-ce que ça bloque, est-ce que vous connaissez telle structure, et on fait du lien. En fait, c'est ça. Le but de cette journée, c'est de faire du lien pour le patient, mais de connecter les gens entre eux, et c'est très important. Et la dernière journée qui a eu lieu au mois de mai à Lille, les gens étaient vraiment contents parce qu'il y a beaucoup d'échanges, et on essaie d'en tirer un maximum d'informations, et ça nous donne des actions à mettre en place dans le futur. Voilà, donc ça, les groupes de travail encore. Donc ça, c'est le programme de la journée qui s'est tenue à Lille, à Villeneuve-d'Ascq précisément. Alors, développer l'information, la formation, l'enseignement, c'est sympa, mais Fava-Multi n'est pas un village gaulois, donc forcément, on ne peut pas toujours tout faire tout seul. On a donc mis en place des partenariats, notamment avec Maladie Rare Info Service. Vous avez remarqué, on a fait un petit parcours avec des affiches qui sont aussi à votre disposition. Vous pouvez les récupérer avec plaisir. On a mis aussi en ligne une plateforme commune parce que le principe de Maladie Rare Info Service, c'est quand même d'être une porte d'entrée, un espèce de guichet unique. Donc sur ce site, il y a les sites des 23 filières et le numéro de téléphone de Maladie Rare Info Service, évidemment. En parallèle à ça, donc, il y a la diffusion de ces affiches dans les sociétés savantes, dans les hôpitaux, par les associations également. Et il y a également en cours une infographie qui est en train d'être mise en place. Ça reprend un petit peu l'infographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Simplement, c'est interactif. Donc pareil, vous allez cliquer sur des liens qui vont vous ramener à des structures. Donc ça, c'est en cours. Je ne crois pas qu'on ait de date de lancer. Ce sera en cours dans l'année, on espère. En interfilière également, on mène des actions. On a mené, pour la Journée internationale des maladies rares, une action commune au Forum des Halles. Je pense que vous vous souvenez de cette journée, parce que c'était la journée la plus froide de l'année. Donc, nous, on s'en souvient très, très bien, en tout cas. On a travaillé à Paris, mais il y avait aussi des événements en région. Donc, et on pense refaire la même chose pour 2019, parce que c'est important. C'était la première fois qu'on faisait un groupe de travail en interfilière sur ce sujet, et c'est quand même la journée internationale, donc par définition, c'est important. On a également créé des visuels communs interfilières, parce qu'on s'est rendu compte, quand on faisait des congrès, que les gens ne faisaient pas leur marché, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas les plaquettes des 23 filières, ils voulaient la plaquette des GOS sur laquelle il y a toutes les filières.
Donc on s'est dit que ça servait à rien de créer plein de choses chacun de notre côté et qu'on a repris le livret qui a été fait par la Commission européenne pour les ERN, dans lequel tous les ERN sont décrits, et on est en train de faire le même pour les filières, parce que c'est vraiment ce que les gens veulent, c'est toutes les informations au même endroit. Donc ça, on s'en est bien rendu compte. On a aussi un projet de vidéo en cours pour expliquer le rôle des filières. Je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est dans les actions à venir. Ensuite, ce qui existait en 2017 en termes de communication, donc il y a la newsletter, bien évidemment, le Twitter, #JAFAVA18 pour nous suivre sur Twitter aujourd'hui, et la page Facebook. Et alors, toute génération Y que je suis, quand je suis arrivée, j'ai créé une page LinkedIn sur laquelle on essaie de mettre des articles voilà, sur les maladies génétiques, maladies rares, etc. Et on a créé une nouvelle rubrique à notre site internet qui s'appelle « On en parle dans la presse », où on essaie de recenser un petit peu tous les articles sur les maladies rares, sur les centres de référence, les centres de compétences. Il y a l'interview du professeur Jondeau dans l'Obs, évidemment, qu'il faut aller voir. Il y a eu le reportage par le docteur. Enfin, voilà, on essaie de faire une page sur laquelle on a toutes les informations dans la presse. Ce qui existe déjà, bien sûr, il faut en parler. Donc c'est bien sympa de faire la liste de ce qu'on a mis en place, mais il faut aussi faire un rappel de ce qui existe. Donc l'annuaire des centres maladies rares labellisés dans les Outre-mer. Tout ça, c'est disponible sur notre site. Et alors l'annuaire éducation nationale, il est également disponible sur la table à l'extérieur. On a des vidéos YouTube sur les ALD, les MDPH, les allocations, voilà, pareil sur notre chaîne YouTube. Et le fameux livret de prise en charge dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour les actions qui sont passées. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Marine Hurard, chef de projet Vaskern, qui va nous présenter Vaskern. Donc je vais vous présenter rapidement Vaskern. Enfin, je ne vais pas revenir exactement sur toute la structuration du réseau, etc., que vous aviez déjà eu en présentation l'année dernière, mais ça va plus être axé sur ce qu'on a fait depuis un an et demi d'activité. Donc déjà nos membres. Donc Vaskern, c'est le réseau européen de référence des maladies vasculaires rares. Et donc on a 31 hôpitaux, centres de référence maladies rares, membres dans 11 États membres de l'Union européenne. Donc là, vous avez la carte avec les différents hôpitaux membres. Et donc c'est un ERN qui est donc coordonné par le professeur Jondeau au centre Marfan à l'hôpital Bichat et qui inclut les 3 centres de la filière, enfin 3 centres de la filière lors de l'application en 2016 et un site constitutif. Et donc le rôle des membres, c'est de diffuser notamment à leurs propres réseaux nationaux, donc au niveau français, notamment les centres de compétences. Donc la structure, on fonctionne par groupe de travail de maladies rares. Donc on a 5 groupes de maladies rares qui correspondent aux pathologies aussi qui sont dans la filière avec les différents centres de référence. Et on a des groupes transversaux pour travailler sur les différents sujets comme tout ce qui est e-santé, aussi les registres, les bases de données. Et puis on a un groupe de patients, enfin d'associations de patients qui est organisé notamment par Eurordis, l'association européenne qui représente les différentes associations. Et donc ça s'appelle European Patient Advocacy Group. Et là, pareil, les associations de la filière font partie de ces groupes de patients. Donc on a pas mal de réunions. Donc tous ces groupes se rencontrent virtuellement et aussi face-to-face différentes fois dans l'année. Et notamment, on a des réunions mensuelles des groupes de travail de maladies rares. On a un council qui se rencontre virtuellement tous les 3 mois. Enfin, c'est un comité de pilotage. Et puis on a un board et donc une assemblée annuelle tous les ans. Donc c'est les Vaskern Days qui ont eu lieu en octobre dernier à Paris et qui auront lieu aussi en octobre prochain pendant 2 jours à Paris. Donc là, c'est les différentes réunions et voilà. Donc le but est aussi de se faire rencontrer tout le monde le plus régulièrement possible pour pouvoir avancer. Donc là, je vais vous présenter rapidement les premiers résultats pour montrer ce qu'on a produit maintenant
après cette première année et demie d'activité depuis le lancement officiel en mars 2017 par la Commission européenne des 24 ERN. Donc, tout d'abord, il y a le partage d'expertise et d'expérience sur une plateforme sécurisée qui est fournie par la Commission européenne pour discuter des cas cliniques complexes, donc qui s'appelle le Clinical Patient Management System. Et donc, c'est un système qui prend du temps à être mis en place et donc, pour le moment, qui a été lancé officiellement en novembre 2017. Et donc, il y a eu pour l'instant 6 consultations virtuelles qu'on appelle les panels qui ont été ouverts. Et on a 50 professionnels de santé des centres experts membres du réseau qui se sont inscrits et 38 qui sont actifs. Enfin, voilà, ça commence à être utilisé. Et donc, c'est un système... donc pour les équipes des différents centres de référence membres du réseau, vous pouvez contacter Natacha si vous souhaitez vous inscrire. Donc Natacha qui est ici, Natacha Barr, donc qui s'occupe notamment de la mise en place de ce système. Donc si vous avez un cas complexe à discuter, ce système est fait pour mettre en place des consultations virtuelles européennes. Donc vous pouvez vous tourner vers un centre membre de Vaskern. Et il y a la possibilité, si on n'est pas membre du réseau, d'être invité pour un cas complexe qui nécessiterait une expertise européenne. Donc, ensuite, on a la définition des parcours de soins, les patient pathways. Donc, on a 2 patient pathways qui ont été publiés pour les groupes HTAD, donc sur Marfan et apparentés, et sur HHT, donc la maladie du rendu-Osler, et plusieurs patient pathways qui sont en cours de finalisation, notamment donc, pour vasculaire et l'air dans l'os, syndrome des lèvres dans l'os vasculaire, et pour les anomalies vasculaires, il y en a plusieurs qui sont en cours de finalisation, notamment sur les malformations lymphatiques, par exemple, et qui vont être publiées au cours de l'année 2018. Voilà, donc ils sont disponibles. Il y en a 2 qui sont disponibles en ligne, et si j'ai bien compris, la filière va éventuellement traduire en anglais des patient pathways qui sont... Enfin voilà, donc il y a aussi une coopération pour rendre ces livrables disponibles aussi en français. Donc ensuite, il y a la création d'une application mobile pour identifier les centres experts et les associations européennes du membres du réseau et trouver tous les contacts nécessaires et donc faciliter les soins transfrontaliers, qui est une des missions de l'ERN. Et donc là, elle va être lancée officiellement en septembre. Et donc là, c'est quelques visuels pour montrer comment ça va se présenter. Donc on pourra rechercher par centre de référence ou par association, par maladie également. Et donc ensuite, on aura le contact, les services, etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour joindre un centre expert ou une association, lorsque notamment on se déplace en Europe. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Peers of Knowledge. Donc en fait, le but, c'est de rassembler toutes les connaissances et d'en créer de nouvelles aussi, ou en tout cas sur de nouveaux formats, donc Vaskern. Notamment, il y a des vidéos qui sont produites par les différents experts dans différents groupes de maladies. Et donc, on en a déjà 6 qui sont en ligne. Donc, et qui sont aussi... il y a des sous-titres qui ont été faits et qui sont traduits dans les différentes langues. Et notamment, les sous-titres français sont disponibles pour ces différentes vidéos. Et toutes les langues en fait, du réseau européen vont être ajoutées. Donc on a par exemple une vidéo qui présente la maladie du rendu-Osler, une autre sur le diagnostic de Marfan, et puis une autre sur le lymphodème primaire et pédiatrique. Et donc il y en a 15 prochaines à venir donc, cette année, là, d'ici la fin de l'année. Ensuite, on a l'axe sur la création d'un registre européen, Vaskern, qui respecte les principes FAIR. Donc ça, c'est Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Donc c'est le nouveau principe pour les registres. S'il y a des questions, on pourra vous répondre.
Et donc, on a notamment un projet pilote de registre pour les maladies anomalies vasculaires qui respecte ces principes. Et on a d'autres projets de registre en cours, et notamment le projet MAC dans le domaine HTAD. Ensuite, on a tout ce qui est recherche et essais cliniques, donc avec le développement, la diffusion des appels à cohortes, des projets de recherche clinique, et notamment aussi le projet RADICO pour le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, avec la création on tend vers la création d'une cohorte européenne, avec notamment Vaskern, qui a permis la traduction des différents documents de l'étude dans les différents langages européens du groupe de Vaskern, qui s'appelle le groupe MSA pour Medium Sized Arteries. Donc voilà, donc là, il y a ce projet pour pouvoir développer cette cohorte au niveau européen. Et on a aussi un projet de génomique HTAD, donc, avec la Fondation 101 Génome qui a été créée. Et donc, il y a un projet auquel le professeur Boileau et le professeur Jondot participent, notamment. Et donc ça, c'est pour tout ce qui concerne la recherche. On a un axe ensuite sur, bien sûr, diffusion de connaissances autant qu'on peut. Et donc ça, c'est notre YouTube avec des vidéos en ligne, que ce soit des conférences scientifiques, etc., du réseau qui sont à diffuser ou sur le domaine. Ensuite, on a la définition des mesures cliniques dans 5 groupes de maladies rares. Ensuite, on a tout ce qui est recommandations européennes, plutôt consensus d'experts européens pour le moment, avec la sélection de ce qui existe, l'évaluation, la diffusion et aussi la production de nouvelles recommandations, consensus d'experts. Donc, il y a une publication qui est en cours de publication donc pour HHT, donc rendue au SLER, sur les outcome measures. Ensuite, on a un consensus d'experts en cours de finalisation sur ACTA2 pour le groupe HTAD. On a des recommandations à venir de HHT et aussi sur la grossesse dans les Ehlers-Danlos vasculaires. Et un autre groupe qui travaille sur les classifications Orphanet. Il y a les fiches de prise en charge en situation courante qui ont été faites au niveau de la filière Pharmamulti. Effectivement, on les a traduites et elles ont été revues et validées par les groupes européens, avec aussi des nouvelles fiches ajoutées, etc. Donc il y a eu 49 fiches validées et elles vont être publiées cet été, donc par 3 groupes du réseau européen. Et on a aussi les fiches lymphodème primaire et pédiatrique en discussion, avec notamment celles qui ont été faites par le centre français, qui ont été traduites en anglais, et d'autres fiches qui ont été faites aussi au niveau du groupe européen, et tout ça va être rassemblé, et donc ça fera aussi une nouvelle sélection de fiches pour les prises en charge en situation courante. Et on a aussi les fiches qui vont venir pour le dernier groupe, donc les anomalies vasculaires. Ensuite, on a tout ce qui est communication, donc le site internet, les réseaux sociaux. On a une plateforme collaborative, une newsletter mensuelle. Donc voilà, on vous invite à suivre effectivement sur tous les différents réseaux sociaux qu'on a, donc Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn aussi. Les newsletters mensuelles, si vous ne les recevez pas, vous pouvez vous inscrire sur notre site. Et ensuite, voilà, on a l'organisation de réunions, les séminaires annuels, et puis le montage de nouveaux projets européens. Notamment, on va participer en tant que réseau aussi à l'EJP qui a été mentionné tout à l'heure, donc le nouveau programme pour la recherche dans les maladies rares. Donc, merci pour votre attention. Et donc, voilà, on est à votre disposition pour les questions. Alors, merci beaucoup Marine pour cette présentation. Je reprends rapidement la main pour vous parler un petit peu des actions de la filière à venir. Alors, je vais essayer de parler un peu moins vite, il paraît que je parle un petit peu vite. Le projet de e-learning.
Donc ce projet a été lancé fin 2017, donc avec Jessica. Ça a un peu été mis de côté à cause de diverses lourdeurs administratives, mais on a bien heureusement Baptiste avec nous depuis le mois de mai, donc qui s'occupe de ce projet. Peut-être qu'on aura un peu de temps, je ne sais pas, de tailler le projet, peut-être pour les questions. On pourra en parler pendant les questions. Alors, donc, le but de ce projet de e-learning sur les maladies vasculaires rares, c'est d'améliorer, de fournir un enseignement général pour améliorer la phase diagnostique et la prise en charge des maladies vasculaires rares. C'est destiné à un public de professionnels de santé et de paramédicaux. On me demande d'aller tellement pas vite que du coup je trouve plus mes mots. Alors ça va aller, ça va aller. J'ai presque fini, vous inquiétez pas. Le but de ce projet, c'est qu'il soit donc éligible au DPC, je vais y arriver. Donc, le DPC, c'est Baptiste. Développement professionnel continu, bien évidemment. Donc, concrètement, il y a un groupe de travail qui a été mis en place en 2017 pour créer une structure de cours. On a choisi un prestataire pour mettre en place la plateforme en février 2018. Baptiste est donc arrivé au mois de mai 2018. Et depuis, on vous envoyait quelques mails à certains d'entre vous pour vous demander des contenus. On a fait des allers-retours. On est conscient qu'on vous a beaucoup demandé, on vous a beaucoup sollicité. Donc, si on a le temps, on en reparlera, mais on est en train de revoir la structure de cours parce qu'effectivement, initialement, c'était par situation de vie et on déclinait par pathologie. On est en train de se dire que peut-être par pathologie, décliner dans des situations de vie, ce serait plus cohérent, mais en fait, oui, mais non. Donc, ce sera plus clair tout à l'heure, je vous promets. Voilà, donc le groupe de travail e-learning, donc des différents centres et également donc l'association Marfan et l'association AMRO HHT France, qui est l'association Randy Osler. Les futures étapes du Tour de France, évidemment, donc comme je le disais, Rennes le 30 novembre 2018. Et on a également été contacté par l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine, qui serait intéressée pour que FAVA fasse partie du comité organisationnel d'une rencontre régionale, avec l'Alliance Maladies Rares peut-être. Donc ce serait notre prochaine étape, enfin ce ne serait pas du coup une étape du Tour de France, mais ce serait quand même une rencontre régionale en Nouvelle-Aquitaine. Il y a apparemment de gros besoins de connecter les gens en Nouvelle-Aquitaine parce que c'est une région qui est assez vaste. Donc voilà. Est-ce que après, voilà, on est en train de voir, il y avait d'autres régions qui avaient été sollicitées dans le groupe de travail interfilière, la Normandie, il reste l'Île-de-France, la Bourgogne, et il en reste une autre, Centre-Val de Loire. Voilà. La troisième, alors les actions à venir, c'est celles qui sont à date, mais on est ouvert pour en mettre de nouvelles en place, évidemment. C'est pour l'instant ce qui est dans les tuyaux. Le retour du projet de plateforme de coordination maladies rares en Outre-mer. Dans le cadre du PNMR 3, il avait été décidé de la création d'une plateforme de coordination maladies rares en Outre-mer pour organiser une meilleure prise en charge sur le territoire, évidemment, avec une connaissance plus fine des ressources locales et éventuellement un appui avec la télémédecine. Lorsqu'on était au congrès des urgences, pas plus tard que la semaine dernière, on a rencontré des gens de la Guyane, des urgentistes de la Guyane, qui nous expliquaient qu'eux étaient fortement concernés par la maladie de Pompe et que l'espérance de vie localement était de 2 ans, enfin que voilà, que c'était des enfants qui décédaient à 2 ans, parce qu'il fallait les envoyer en métropole, que ça coûtait cher, et qu'ils n'avaient pas les moyens et qu'ils avaient un vrai problème. Donc peut-être qu'on pense pas souvent à l'outre-mer, mais voilà, c'est important aussi de les intégrer. Donc on avait créé, Jessica avait mis en place un tableau dans lequel il y avait 5 signes évocateurs par pathologie, dans le but de mettre en place un projet d'arbre d'adressage en fonction des symptômes. Peut-être que le professeur Jonot pourra vous en parler un peu plus clairement tout à l'heure. Quatrième action à venir, les RCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaire. On en a parlé en copil cette semaine, ça devient un vrai sujet. La DGOS doit lancer un appel d'offres pour que les filières aient un outil commun de RCP.
Mais on est en train de se rendre compte que chaque filière est en train de choisir son logiciel. C'est pas très clair. Voilà, nous, on a regardé un petit peu les différents outils. Baptiste est également sur cette mission. Voilà, a priori, la solution The Staff serait plutôt pas mal. Le professeur Jondot l'a testé cette semaine. Mais voilà, c'est en cours et c'est quelque chose sur lequel il va falloir acter. Et le projet de vidéo, donc je vous en parlais tout à l'heure. Quand je suis arrivée dans la filière, j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre qui était qui faisait quoi. Même encore à l'heure actuelle, c'est pas toujours très clair. Et donc, toute génération Y que je suis, encore une fois, je me suis dit qu'une vidéo de 2 minutes en dessin animé, motion design, peu importe, pour expliquer les filières, les acteurs des filières, ça pouvait être intéressant. Notamment aussi pour les diffuser en congrès, parce que parfois des images, c'est un petit peu plus, enfin des bonhommes, ça peut être un peu plus parlant que du texte. Donc voilà, donc c'est un projet interfilière. Le but, c'est ça, c'est d'expliquer qui sont les filières, où s'adresser, et de mettre un petit peu d'ordre dans toute cette structuration. Voilà, je vous ai remis le comité de pilotage les membres du comité de pilotage de la filière. Encore une fois, ce sera disponible sur le site. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de réveiller vos voisins pour la suite de la journée. Voilà. Bonne journée à vous et merci. D'ailleurs, je reste là puisque j'appelle. On va passer. Il y a peut-être des questions. Des questions. Des questions. Des questions, des remarques, ou pour vous ou pour Marine, soit que ce soit pour la filière ou pour le réseau européen. Marine, vous allez être sollicitée, je suis sûr. Merci beaucoup pour ce panorama et pour tout le travail qui a été réalisé. Juste un point concernant l'e-learning. Il y a un an, on avait déjà eu un peu cette discussion ici. Donc je vois que les choses ont un peu avancé, semble-t-il, notamment dans le contenu. Mais les choses me paraissent toujours assez floues en ce qui concerne la cible, le caractère diplômant. Enfin, ce sont des choses qu'il faudrait quand même clarifier, parce que ces maladies font l'objet d'un enseignement dans un certain nombre d'enseignements de spécialités qui sont en train de se mettre en place en e-learning. Donc il y a sans doute une place pour tout le monde, mais il faudrait le faire en coordination avec les DES concernés. Enfin, il faudrait que les choses soient un peu... si on veut que ce soit l'initial, moi je ne suis pas sûr que l'objet c'est vraiment l'initial, puisque c'est censé être enseigné par un certain nombre de spécialités. Par contre, je pense que c'est un vrai enjeu en formation continue, et c'est peut-être davantage là. En tout cas, je pense qu'il faudrait quand même préciser la cible, et si le souhait est que ça soit intégré dans l'enseignement initial, et à plus forte raison si c'est censé être diplômant, il faudrait au plus vite avoir une discussion avec les responsables des DES concernés. Absolument, on va faire ça. Oui, j'avais une question toute simple. Vous avez mentionné que les cartes urgence devaient être distribuées par les médecins et pas les associations. L'argument, il est où? Parce que typiquement, moi, si j'attendais encore ma carte urgence et si je ne l'avais pas pris au sein de l'association, voilà, je l'attendrai encore. L'argument, c'est que c'est les docteurs qui font les diagnostics. Il n'est pas plus compliqué que ça, mais voilà. Il est aussi fort que ça et aussi faible que ça. Donc Anouk Bisdorf, moi j'ai une question pour Marine. Je voulais savoir comment on fait pour faire partie alors d'un groupe de travail de Vaskern, justement. Marine, vous voulez répondre? Merci. En fait, pour faire partie d'un groupe de travail de Vaskern, il faut donc être un centre membre du réseau Vaskern, ce qui est différent que d'assister notamment à des consultations virtuelles où on peut être guest, comme je l'ai mentionné. Mais vraiment, pour effectivement participer au groupe de travail et aux activités, il faut effectivement être membre. Est-ce que, quelque part, il y a une veille bibliographique pour les professionnels? Une veille bibliographique non, pour l'instant, on n'a pas mis ça en place pour le moment, non. Mais éventuellement, on pourra effectivement mettre ça en place. Merci. Alors moi, j'ai une question pour le réseau français. Donc, retour à la France. Par rapport au RCP,
Oui. En fait, c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressés. À Lyon, on nous avait dit la filière FAI2R avait un système CISRA qui marchait très bien. Absolument. Donc, on s'est jeté dessus. On les a contactés en disant ça fait longtemps qu'on veut faire des RCP nationales. Et on nous a dit c'est facile, ça marche bien, c'est merveilleux. Donc, on s'est jeté dessus. Et là, on nous a dit oulala, attention, attention, CISRA. Alors, soit ils sont débordés par les demandes, soit je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelques mots sur The Staff? Je ne connais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Effectivement, juste pour rebondir sur CISRA, CISRA, effectivement, ça a été donc un outil choisi par la filière FAI2R et également la filière FIMARAD. Donc, CISRA, c'est une équipe de 3 à 4 personnes, ils sont effectivement basés à Lyon. Et en fait, donc, on nous a présenté l'outil CISRA en copie filière. Suite à ça, les filières se sont jetées sur CISRA en disant super, c'est gratuit, enfin en tout cas c'est pas cher, et donc on va tous choisir cet outil. Et là ils ont dit non, 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 nous on n'a plus de place, c'est pas la peine. Donc ils ont tout bloqué. Donc effectivement, on a regardé un peu The Staff. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Encore sur CISRA, d'après ce que vous disiez, ça avait été financé initialement par une ARS, non? C'était l'ARS Rhône-Alpes. Voilà, c'était financé par l'ARS Rhône-Alpes et qui avait prévu ça localement. Et quand ça a pris une dimension nationale, l'ARS Rhône-Alpes a dit bah, c'est gentil, mais nous, on n'a pas d'argent pour tout le monde. Donc, on va bloquer les nouveaux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ces blocages. Après, thestaff.com, d'après ce que j'ai compris, moi, je ne suis pas un expert dans la matière. Et c'est donc une personne qui fait partie d'une autre filière qui a lancé ça avec un groupe de 2 ou 3 personnes et qui a... donc, c'est un programme qui permet de faire des discussions avec des chats, de charger un certain nombre de documents et de faire des téléconférences. Il y a un coût annuel qui est de l'ordre de... On sait pas. Inconnu pour l'instant. Inconnu. Mais on va bientôt le savoir. On est en train de se renseigner. Voilà. Voilà. Ok, merci. Mais si on est en Rhône-Alpes, alors on peut peut-être encore espérer avec CISRA. Ben, peut-être que tu as des portes d'entrée que nous n'aurons pas. Donc je serai toi, j'essaierai. Oui. Oui, Denival, je voulais juste compléter par rapport à l'e-learning les propos de Joël Constant qui a parlé de la formation initiale sur les DES. Je pense que c'est également important de prendre en compte la formation permanente ou DPC, comme vous l'avez dit, mais dans l'optique de la recertification, donc des spécialistes, en particulier des spécialités qui viennent d'être créées pour la médecine vasculaire. Et c'est important qu'on discute avec le Conseil national professionnel dont je suis président pour définir le minimum requis pour la recertification. Parce qu'évidemment, il y a la possibilité de faire une formation approfondie qui est plutôt de l'ordre du DU ou du DIU, mais il y a sans doute un minimum requis pour le spécialiste qui veut avoir sa recertification. Et il faut sans doute qu'on définisse dès maintenant le contenu, les objectifs de cet enseignement. Je pense qu'il faut faire super attention à ne pas faire des usines à gaz et des millefeuilles entre les DU, des DU, la formation initiale. C'est vrai pour rebondir sur la remarque de tout à l'heure, je pense qu'initialement, c'était plutôt dans la formation continue, la mise à niveau des connaissances. Je pense qu'il y a, pour être près de l'enseignement de première ligne des DES, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas en rajouter et après avoir des trucs qui partent dans tous les sens. Oui, donc l'idée, c'était effectivement de faire des choses qui étaient maladies rares, donc qui étaient très spécifiques et très spécialistes et qui ne correspondaient pas forcément à l'enseignement basal. Est-ce que... Oui. Juste pour rebondir sur la formation, je pense qu'on fait beaucoup tous de cours de topo. Est-ce qu'il peut y avoir, juste mettre ces diaporamas que font tous les experts un peu partout dans les congrès, dans les cours en commun, qui soient consultables? Ouais, nous, on en a aussi besoin de toute façon de ces présentations-là parce que c'est le prestataire qui était aussi demandeur. Donc oui, ça, c'est un super support. C'est ce qu'on fait déjà au niveau européen avec les collections des différents supports, des différentes présentations. Donc oui, bien sûr, on peut mettre ça sur le site de Fava Multi. Bonjour, Christophe Ceinturier, Grenoble. On n'a pas beaucoup parlé d'éducation thérapeutique. Est-ce qu'au niveau des centres de référence, il y a des programmes qui pourraient éventuellement servir pour les centres de compétences après qui soient repris, comme ça se fait justement dans la filière FAI2R?
ETP, notre responsable ETP est ici présente. Alors, Laetitia Domenichetti, effectivement, j'ai rejoint aussi le groupe interfilière sur l'ETP. On est en train de voir à mettre à jour déjà le site ETP Maladies Rares qui existe. Et donc, lors du dernier COPIL, Margot a sollicité les centres de référence, vous a sollicité pour nous faire part de vos programmes d'éducation thérapeutique. On s'aperçoit aujourd'hui que sur le site ETP Maladies Rares, donc, qui a été créé en interfilière, seul le programme d'ETP syndrome de Marfan et lymphodème est présent en ligne. Donc la première étape, c'est que effectivement, ceux qui nous ont répondu, on va vous ressolliciter pour mettre à jour ce site. Ça, c'est la première étape. Et puis, effectivement, FAI2R met en place un programme d'ETP à distance, et c'est aussi un projet sur lequel on travaille pour le syndrome de Marfan. Donc, on est en train de travailler ce sujet-là. Moi, je me rapproche aussi des autorités APHP, puisque l'ETP, déjà en soi, nécessite un encadrement. Si en plus on passe par la télémédecine, c'est aussi une autre réglementation. Donc, ça fait partie des projets qu'on a, et je vous invite à vous rapprocher de moi si vous avez des questions ou même des programmes à me remonter, des expertises. On est aussi en recherche de patients experts qui interviendraient éventuellement dans les programmes d'ETP.